Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. 22 mars 2012, 22 mars 2017, voilà déjà 5 ans jour pour jour que le régime du président Amadou Toumani Touré était renversé par une junte militaire dirigée par le capitaine Amadou Aya Sanogo. On connaît la suite des événements, sanctions économiques contre le pays, affrontements entre bérets verts et bérets rouges, autorités intérimaires jusqu'à l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, 5 ans après ces événements gravissimes, que ressentent les Maliens en se souvenant? Y a-t-il toujours des enseignements à tirer de ce tragique épisode de l'histoire très récente du Mali démocratique? À quand l'épilogue plutôt de l'affaire dite des bérets rouges? Nos invités vont nous aider à répondre à ces interrogations. Nos invités qui sont au nombre de 4. Il s'agit d'Amadou Boubacar Tekete, il est le secrétaire général de la MDH, Maître Cheikh Oumar Kounaré, avocat de la défense. On va préciser que son client a pour nom Amadou Aya Sanogo, si je me trompe. Nous avons Maître Boubacar Karamoko Koulibaly. Il est lui aussi avocat de la défense. Monsieur Koulibaly, Maître Koulibaly, je crois que vous défendez les intérêts de Daïrou, général Ibrahim Daïrou Dambélé. Nous avons également Maître Khalifa Yaro. Il est avocat spécialiste de la justice transitionnelle. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. La mutinerie qui a eu raison du pouvoir d'Amadou Toumani Touré a 5 ans à partir de ce mercredi. C'est sûr que les uns et les autres se souviennent. Alors, que suscite cette date anniversaire comme sentiment à vous? On va commencer par vous, Maître Boubacar Koulibaly, Maître Karamoko Boubacar Koulibaly. Merci, Boubacar Karamoko Koulibaly. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour parler d'un événement aussi douloureux, difficile, en tout cas dans mes souvenirs, peut-être dans le souvenir aussi de beaucoup de Maliens, mais vraiment pour moi jusqu'ici la pilule a du mal à passer. La pilule a du mal à passer parce que de 2012 à 2017, je pense que tout ce que nous sommes en train de vivre d'une certaine manière découle des événements de 2012. J'ai dit d'une certaine manière et en partie de 2012 de cet événement-là, parce que je me rappelle bien qu'au moment de la rupture disons au moment de, je ne veux pas dire putsch, mais au moment du dépérissement du pouvoir du président Amadou Toumani Touré, je me rappelle que les éléments étaient à Tessalit. J'étais à Bamako ici, nous avons fait une réunion avec le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies étaient là, et des grandes puissances aussi comme le Canada et l'Allemagne, et nous étions arrivés à trouver un consensus. Ça c'était le mardi 20. Et malheureusement, le 22, il y a eu cette rupture. Certains participants d'ailleurs à cette conférence paix et sécurité de l'Union africaine étaient encore à Bamako et ont été empêchés de sortir. Malheureusement, parce que les garçons, je veux dire les soldats, les rebelles plutôt, je veux dire, étaient à Tessalit. Ils étaient à Tessalit au moment où je parlais, où cette conférence se tenait, ils étaient encore à Tessalit. Ils n'avaient pas fait main basse sur la totalité du Nord, ils étaient seulement à Tessalit. Et on avait arrêté le principe d'un cessez-le-feu pour qu'à partir de cette date du 20 mars, nous puissions aller vers la sortie du pouvoir définitif sur le plan institutionnel du pouvoir du président Amadou Toumani Touré pour les élections. Voilà. C'est un souvenir douloureux, pénible, douloureux et très pénible pour moi. Alors, Amadou Boubacar Tekete, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'AMDH. Que vous disent les événements du 22 mars 2012 ce 22 mars 2017? Les événements du 22 mars 2012, pour moi, est clair que c'est un coup d'État. Et en son temps, j'ai condamné. Parce que pour moi, le coup d'État n'est pas à justifier et n'est pas à pardonner. Donc, chaque fois qu'on parle de cette affaire, je pense à un coup d'État. Bien que l'Assemblée nationale du Mali ait donné un autre chef d'accusation, politiquement, que je n'ai jamais accepté d'ailleurs,
un coup d'État, c'est un coup d'État. Mais quand on cherche une autre appellation, une mutinerie ayant entraîné la démission du président de la République, c'est tout à fait politique. Donc pour moi, c'était un coup d'État et je condamne. Maître Cheikh Oumar Konaré. Je vous remercie de m'avoir invité et je salue tous vos auditeurs. Pour moi, le putsch du 22 mars 2012 reste un putsch militaire. Et ce putsch, il n'entre pas dans mon propos de l'approuver ou de le condamner, mais je considère tout simplement que c'est un événement comme un autre dans l'histoire du Mali, dans l'histoire même de la démocratie. La démocratie, c'est des hauts et des bas. L'évolution d'un pays, c'est des hauts et des bas. Et ce putsch a permis à tout le monde de se rendre compte que rien n'est acquis dans un pays de manière définitive. Ce putsch n'est pas plus grave, ni moins grave que celui de Napoléon Bonaparte, qui a quand même a renversé, si vous voulez, les institutions révolutionnaires, lesquelles avaient renversé le roi Louis XVI. Et donc c'est une succession d'événements. Et c'est parce qu'ils commençaient à dormir sur leur laurier que les Français ont été brutalement réveillés et par les événements d'Algérie où 3 ou 4 généraux ou 3 avaient tenté de renverser l'ordre établi. Maître Konaré, vous évoquez des événements qui se rapportent à la France, mais qui datent quand même d'une autre époque. Je suis en train de vous dire que des pays démocratiquement plus avancés que nous ont connu des événements similaires. Et que le putsch du 22 mars 2012 est un rappel pour dire que rien n'est définitivement acquis dans la marche vers la liberté. Alors, nous donnons à vous, Maître Khalifa Yaro. Je rappelle que vous êtes avocat spécial de la justice transitionnelle. Qu'est-ce que vous ressentez ce 22 mars 2017? Ce 22 mars 2012, dans l'esprit de beaucoup de Maliens et de moi en particulier, est une période tragique et douloureuse pour notre pays, pour tous les fils du pays qui ont été endeuillés, qui ont été frappés et qui ont souffert d'une situation sans précédent, marquée par des violations assez graves des droits de l'homme. Le 22 mars traduit par ses conséquences une forme de déliquescence de notre appareil d'État, occasionnée par effectivement des individus qui au préalable n'avaient pas pu exprimer clairement leur dessein afin qu'il soit compris. Et pour moi, ce 22 mars 2012 reste assez douloureux. Nous revenons à vous, Maître Boubacar Karamoko Koulibaly. Avec 5 ans de recul, les enseignements attirés quand même de mars 2012 restent-ils les mêmes? J'avoue que, à mon avis, c'est un rappel brutal, un réveil brutal, comme mon confrère Konaré l'a dit tout à l'heure, comme quoi rien n'est définitivement acquis. Et je pense qu'il est bon que les Maliens, à partir de 1991 et de 2012, que nous nous mettions à bâtir des institutions fortes au lieu de continuer de courir après des hommes providentiels. Vous savez, lorsque on a des institutions fortes, quelle que soit la bourrasque qui frappe le pays, en général, le pays résiste.
Mais lorsque tout repose sur les épaules d'un seul homme, qui est en général l'homme fort, comme les Américains aiment à le dire, Barack Obama surtout, donc que je qualifie d'homme providentiel sous nos tropiques, le tout s'écoule tout le temps comme un château de cartes. Je rappelle que c'est lui qui disait que l'Afrique avait besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. D'hommes forts. Voilà, donc quand ça repose toujours sur les hommes, les épaules d'un seul homme, fut-il fort ou providentiel, ça s'écoule toujours comme un château de cartes. Donc, je pense que la démocratie se nourrit de tout ça, la construction de l'avenir se nourrit de tout ça, mais si j'avais le choix, nous n'aurions jamais connu cette expérience-là, parce qu'elle fut traumatisante. Monsieur Tekete, vous, qu'est-ce que vous retenez comme enseignement de ces graves événements 5 ans après? Pour ne pas répéter Maître Karkaramogo, effectivement, le Mali devait tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Mais je sens que les Maliens n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé effectivement. Par quoi cela s'illustre? D'abord, il a parlé d'institutions. Parce que les institutions ne valent que ce que ceux-là, les acteurs qui les mettent en œuvre, valent. Or, le Malien aujourd'hui est prêt à donner la fausseté ou le tort à quelqu'un d'autre d'un côté que de se remettre en cause. Il va falloir que les Maliens se remettent en cause. La démocratie, ce n'est pas l'anarchie. La démocratie, c'est un comportement. Et ce comportement-là manque. Je commence par ma propre personne. En tant que société civile, est-ce que je joue mon rôle? Il faut que je me remette en cause. Il ne faut pas tout donner aux politiciens ou aux décideurs. Et le Malien, généralement, n'a pas jusqu'à présent tiré les leçons de ça. Il faut tirer les leçons de ça d'abord. Sinon, chaque Malien doit s'interroger et balayer devant ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour corriger le mal? Parce que le mal est un mal de notre gouvernance. Il ne faut pas avoir peur du mot. C'est à cause de la non-gouvernance qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu. Moi, j'ai dit qu'il y a eu coup d'État. Mais les députés disent que ce n'est pas un coup d'État. À ce niveau, déjà, il faut qu'on se demande. Est-ce qu'il y a coup d'État ou pas? Donc si à ce niveau de responsabilité des peuples, il donne une autre connotation à ce qui est réel, j'ai dit que les Maliens n'ont pas changé de caractère. Donc il ne faut pas réclamer les changements seulement à tout le monde. Commençons par nous-mêmes. Donc la leçon à tirer, je crois qu'on en parlera, parce que la leçon n'est pas question de push ou pas de push. La leçon maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ces problèmes qu'on a? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment sortir de ce problème réellement? Moi, je crois que c'est à ce niveau que moi j'ai des problèmes. Je vous remercie. Alors, 5 ans après mars 2012, quel enseignement tirer? C'est la question que nous allons adresser à vous, Maître Konaré, mais cela va se faire dans un instant, l'état d'observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, comme promis, Maître Konaré, les leçons que vous retenez 5 ans après le 22 mars 2012. Je vous remercie. En vérité, il est bon de se demander d'abord ce qui a conduit au coup d'État du 22 mars. Je n'ai pas la prétention d'entrer dans tous ces détails, mais la cause immédiate a trait à la question du Nord, où des militaires tombaient sans qu'on puisse expliquer à la population ce qui se passait. Donc c'est un problème de communication dans un premier temps. Il y avait un problème de communication. Si la communication avait été faite en son temps, peut-être que tout cela ne serait pas arrivé. Parce que l'absence de communication conduit à des préjugés, voire à une intoxication générale dans les camps, comme c'est arrivé. Donc à un soulèvement. Est-ce qu'on a tiré les leçons de cela? Et aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de communiquer réellement? Est-ce que sur les différents accords
qui sont en train d'être signés, la communication est réelle et sincère. Est-ce que ces différents accords reflètent les intérêts du Mali avec les groupes armés? Est-ce qu'au-delà du problème du Nord, la pauvreté généralisée dénoncée par les mutins a été réduite? Est-ce que la qualité de la gouvernance a atteint le standard souhaité par ceux qui ont renversé le régime de ATT? Loin de moi de jeter l'anathème sur ce régime de ATT, j'estime pour ma part, à titre personnel, que ATT a fait ce qu'il a pu. Il a mérité de la patrie. Ce n'est pas parce que je suis conseil du général Sanogo que je partage les idées politiques du général Sanogo. Je conserve mes idées politiques propres et j'estime que ATT a fait du bon travail. Seulement, il a mal communiqué sur le problème du Nord. Il y avait des écueils qui n'ont pas été exposés au peuple malien et le peuple a fini par le considérer comme quelqu'un qui fuyait devant l'ennemi et qui ne donnait pas les moyens à l'armée de combattre. Maintenant que l'armée a tous ces moyens-là, ou en théorie semble les avoir eus, est-ce qu'il y a eu une amélioration sur le front de guerre? Voilà les questions que les Maliens doivent se poser. Malheureusement, dans notre pays, le débat est toujours biaisé. Personne ne dit ce qu'il pense. Et si vous dites ce que vous pensez, on se met à vous insulter, à vous faire à vous classer coûte que coûte dans des camps, dans des chapelles. Je refuse d'être catégorisé quelque part et je demande ma liberté. Ma liberté me conduit à demander, entre 2012 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé. C'est ce débat qu'il faut mener pour éviter... qui se pose donc beaucoup de questions. Après ça, nous allons écouter Maître Khalifa Yaro. Oui, ces événements tragiques que nous avons connus sont venus démontrer que nos vertus sont en recul, que nos valeurs communes, longtemps partagées et qui faisaient le socle de notre pays, de notre histoire, ces valeurs communes sont galvaudées. Mais maintenant, les raisons, faudrait-il les chercher dans les événements ou faudrait-il les chercher dans la marche de notre société? En tout état de cause, moi, je remarque malaisément qu'un effort n'est pas fait pour juguler ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et à mon avis, il faut vaincre le mal dans la racine. C'est tout ce que nous devons faire. Et ça, il faut une volonté politique réelle. Il faut des institutions fortes. Est-ce que cette volonté pour la santé actuellement forts. Bon, sur ces plateaux, je ne vais pas me mettre à faire un examen de conscience sur les systèmes de gouvernance de l'État. Je préconise seulement ce qu'il faut faire pour qu'on puisse sortir de là, sans la volonté politique, sans la citoyenneté qui est en train aujourd'hui de dépérir. Le patriotisme est en train de dépérir. Sans les institutions fortes, sans une bonne communication, on ne peut pas sortir de l'ornière. On va rester dans des cycles répétitifs de violence et de violations graves des libertés et des droits, ce qui mènerait bien évidemment à un pessimisme qui va s'imposer à nous. Alors, l'un des événements les plus graves qui a engendré le coup d'État du 22 mars 2012, ce sont les affrontements entre bérets verts et bérets rouges. On attend la reprise du procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses 17 co-accusés. Ça va prendre beaucoup de temps, cette reprise, selon vous, Maître Coulibaly? Voilà, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire que je laisse aux putschistes
la responsabilité de toutes leurs déclarations. Mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire sur ce plateau que les moyens avaient été donnés aux jeunes. Ils ont abandonné plus de 200 tonnes d'armement dans les sables là-bas ou dans le fleuve. Ça, c'est un autre débat. On ne va pas rentrer, ça ne peut pas être un... Vous l'avez dit, c'était un autre débat. C'est un autre débat. Voilà. Donc, sinon, le président ATT, il a dit, lorsqu'il a rencontré les femmes des camps, même moi, si on m'envoie au front sans armes, sans nourriture, je ne vais pas combattre, je vais fuir. Donc, les choses sont connues. Oui, mais vous l'avez dit, mais c'est un débat. Voilà, les choses sont connues. Voilà. Mais ceci dit, ce débat a été renvoyé pour satisfaire un certain nombre de conditionnalités. Et je suppose que lorsque ces conditionnalités seront remplies, on avait souhaité que cela se fasse lors de la première session d'assises de 2017. J'avoue que je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas à quel rythme tout cela se passe. Je me suis laissé entraîner à lire hier ou avant-hier une information qui vaut ce qu'elle vaut, selon laquelle c'est récemment que des parents de victimes auraient fait l'objet de prise de sang dans le cadre d'une test ADN, dans le cadre du test ADN concernant les victimes. Alors si c'est récemment que cela vient d'être fait par l'Institut Mérieux, alors sans préjuger de tout ce qu'ils ont fait en amont, alors je me demande si ça va pouvoir se faire, en tout cas mars est déjà fini, est-ce que ça va être avril, je ne sais pas, mais en tout cas je ne vois pas ça avant juin, enfin cela n'engage que moi. Voilà. Alors, M. Tekete, est-ce que vous voyez les procès Amadou Aya Sanogo de ces 17 co-détenus reprendre rapidement? Bon, puisqu'on a su pourquoi ça a été suspendu, et comme l'a dit Maître, et c'est des techniciens qui ont été... Donc la raison, c'est en fait le test ADN. C'est pour le complément d'information. Donc nous pensons que, en tout cas au niveau de la FDH et de la MDH, nous sommes déjà du début du procès. Et nous pensons que la continuité sera respectée à partir de ce qui a été posé comme problème. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous pensons que c'était vraiment équitable. Il y avait contradiction des avocats des uns et des autres. Et les accusés étaient là, ils pouvaient s'exprimer. Nous pensons qu'on ne peut que faire confiance à la justice malienne à partir des revendications des avocats qui ont demandé à ce qu'on reprenne les textes ADN. Ça, c'est pour plus de précision. Donc nous, on ne peut que nous féliciter de ça, parce que nous voulons l'équité. Et l'équité au niveau du tribunal. Et un tribunal qui réclame la justice et qui est juste, la MDH et la FDH ne peuvent que s'en réjouir. Maître Konari, les tests ADN qui doivent donc être faits, on sait que le processus semble évoluer. Mais dites-nous, on doit savoir en principe combien de temps cela peut prendre et on doit pouvoir dire à peu près quand est-ce que le procès peut reprendre, non? Bon, vous savez, le renvoi du procès d'assises a été motivé par la reprise du rapport d'expertise, dont tout le monde convient qu'il était mauvais, et au plan technique et au plan juridique. L'Institut Mérieux a été désigné. J'estime que cet institut a été, en raison des facilités qu'il a, de sous-traiter ou de travailler avec des experts français. Parce que je ne connais pas d'experts maliens capables de mener une telle expertise. Le travail qui a été demandé. Alors, ce qui se passe entre l'Institut, la France, les victimes, etc., c'est un travail tellement lourd que moi, je pense que ce procès-là ne se tiendra pas cette année. Ça, c'est mon pronostic, ça n'engage que moi. Parce qu'il faut ajouter à cela les lenteurs traditionnelles de la justice, les grèves des magistrats, le travail administratif au ministère de la Justice, le fait de rassembler des budgets des forces de l'ordre, etc. Donc tout ça ne peut pas être réglé avant la fin de l'année.
à mon avis. Voilà. Maître Yaro. Oui, moi je pense que ce procès doit se tenir. Et disons qu'il se tiendra. Et justice se fera. Parce que cela procède de la lutte contre l'impunité et de la réconciliation qui sont recherchées et réclamées par le peuple malien tout entier dans l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Tous les crimes commis ne seront pas oubliés. Il y aura justice pour tous, justice pour chaque victime. Maintenant, moi j'ai une autre lecture. Il faut avoir dans cette quête de justice, il faut avoir le souci du respect des droits fondamentaux, le respect du droit au procès équitable. Si l'avocat soulève des points de droit, effectivement, si ça épouse la façon de voir de la haute cour, cette haute cour peut prendre en compte ces éléments. Mais maintenant, n'oublions pas que les crimes en cause sont des crimes graves auxquels les droits internationaux, notamment des droits de l'homme, s'intéressent. Et il y a une panoplie et une gamme de dispositions pour pouvoir rendre justice un jour, soit au Mali, soit à l'extérieur, soit aux antipodes. Tant que ces mécanismes sont sur place, justice se fera. Alors, Maître Coulibaly, le remplacement du procureur de la République près la cour d'appel, est-ce que cela va avoir une incidence sur le déroulement des choses? Non, aucunement. Je connais bien le procureur général Arizo. Enfin, c'est encore à l'état de projet. Peut-être que ça sera validé demain. Il paraît qu'il y a un conseil supérieur pour statuer là-dessus demain. Peut-être que ça passera. Mais dans tous les cas, ça n'a pas d'incidence particulière. Tous les deux sont des grands techniciens du droit et c'est des grands pénalistes. Il n'y a pas de souci. Mais vous aussi, vous ne faites pas de soucis à ce niveau, non? Bon, moi, je n'aurais pas raison de me faire des soucis. Parce que l'administration, c'est une continuité. Que ce soit X ou Y, quand il s'agit du droit, le droit, on dit que le droit, que ce soit un Doumbouya ou un Traoré, c'est pas ça mon problème. Mon problème est que celui-là qu'on va mettre, qu'il soit effectivement à la hauteur. Ce n'est que ça. Et là, moi, je ne me fais pas de soucis. On peut muter qui on veut, on peut garder qui on veut, c'est pas mon problème. Maître Konaré. Oui, l'administration, c'est une continuité. De toutes les façons, le dossier est déjà clos. On attend seulement le rapport d'expertise qui doit être transmis par l'expert désigné. Et les magistrats du parquet sont interchangeables. Ça se fait comme n'importe quelle audience d'assises. Ça n'entraînera pas un retard quelconque, cette mutation-là. Maître Khalifa Yaro. Au pire des cas, si le jugement ne peut pas être fait dans les délais raisonnables ou les recours ne sont pas effectifs au niveau de la justice classique, on peut songer à des organes judiciaires ad hoc. Il y a aussi le principe de compétence universelle qui permet de poursuivre et de rechercher ces individus, de les juger, de les sanctionner dûment s'il y a lieu. Mais aussi, il y a aussi la CPI, qui est un organe que nous, en tout cas en tant que Mali, nous n'avons pas essayé de mettre en cause. Mais est-ce qu'il y a des raisons qui vous poussent à penser qu'on puisse en arriver là un jour, non? Bon, en fait, il y a des raisons, parce que moi, je pense que le droit à un procès équitable englobe des règles. Et ce sont ces règles-là qui sont en train d'être manipulées par les avocats, les victimes, comment on appelle là, et les inculpés en même temps. Ce qui a pour conséquence directe et immédiate de créer un peu
les retards dans la tenue des procès, les principes de l'égalité des armes, les principes du contradictoire, etc. Toutes ces règles-là sont en train d'être un peu manipulées au biais des intérêts. Ce qui m'amène à croire qu'effectivement, il y a cette tendance un peu à chambouler les choses. Parce que quand on parle de droit à un procès équitable, c'est dans un délai raisonnable. Maintenant, si le délai ne peut pas être raisonnable faute de moyens, on dira en ce moment que l'État n'a pas le pouvoir de faire et d'autres organes, effectivement, dans le cadre, parce que c'est des crimes internationaux. Des crimes graves. Studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés, c'est donc le sujet sur lequel en fait planche actuellement nos invités. Alors, nous venons d'entendre Maître Yaro, mais Yaro Kamo qui a des inquiétudes puisqu'il sait que les choses doivent se passer dans un certain délai. Ce délai outrepassé, cela peut conduire à des problèmes. Alors, Maître Karamoko, Maître Koulibaly, est-ce que vous, en réfléchissant à tout ce qui est en train de se passer, est-ce que vous aussi quelque part, vous ne faites pas de soucis à ce niveau par rapport au délai? Si j'avais eu le choix, on en aurait déjà terminé. Malheureusement, la grève des magistrats est passée par là et ensuite l'Institut semble prendre son temps. Mais pendant ce temps, il y a des hommes et leurs familles qui continuent de souffrir, notamment le général Ibrahim Daïrou Dambélé, que je défends, et que par rapport à ce brillant général, j'estime qu'il n'est pas là où il devrait être, il n'est pas à sa place. Et donc, nous sommes pressés, nous, de nous faire juger. Nous sommes pressés de nous expliquer, de faire comprendre à l'opinion nationale que nous avons été entraînés à tort dans une affaire à laquelle nous n'avons jamais été mêlés, ni de près ni de loin. Maître Koulibaly, je crois savoir que vous n'êtes pas le seul à être pressé. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui aura l'occasion de... Voilà. Donc nous donnons la parole à vous, M. Tekete. Ce problème de délai, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui doit faire un peu peur? Bon, je pense que nous, au niveau de la MDH, on ne peut pas aimer une chose et son contraire. Nous voulons qu'il y ait respect des droits de l'homme en matière de justice, donc qu'il y ait quand même une justice équitable. Et si nous pensons qu'on doit prendre du temps pour que la vérité se manifeste, on ne peut pas dire inconvénient. Mais si ça pouvait vraiment être diligenté et qu'on puisse faire le travail, que ceux-là qui sont détenus, s'ils doivent être détenus, qu'ils gardent prison, mais ceux-là qui ne doivent pas être détenus, qu'ils aient la liberté. Parce que nous luttons pour ça. Nous luttons pour que la vérité se manifeste, mais que ceux qui ne doivent pas rester, qu'ils partent. Et ceux qui doivent rester, qu'ils répondent. Donc on doit lutter contre l'impunité. Or, l'impunité, c'est pour la véracité des choses. Donc, c'est vrai que Maître et nous, peut-être, on avait les mêmes points de vue, même si nous ne sommes pas des défenseurs des droits humains, des défenseurs d'Aïrou et autres. Nous sommes quand même des défenseurs des droits de la personne humaine. Et pour que ces personnes-là soient dans leurs droits, nous pensons qu'il ne faut pas prendre du temps à la longueur. Nous pensions qu'à Sikasso, on aurait fini avec cette affaire. Mais puisque ça a été reporté pour des causes et des réclamations des uns et des autres qui sont des techniciens, donc nous pensons qu'il faut tout faire pour diligenter. Vraiment. Alors, Maître Chekmar Kounare, je rappelle que vous défendez les intérêts du général Amadou Aya Sanogo. Votre client a récemment fait savoir qu'il était d'ailleurs pressé de dire sa part de vérité et qu'il croit en la justice malienne. Alors, ce problème de délai, comment est-ce que vous le voyez? Vous savez, nous ne raisonnons pas en termes de délai. Du moins, si nous nous préoccupons de délai, nous ne souhaitons pas qu'il y ait une précipitation préjudiciable aux intérêts de nos clients. Vous savez, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que si le procès n'avait pas été renvoyé pour qu'on reprenne le rapport d'expertise, c'était la catastrophe même pour les parties civiles. Pourquoi? Un rapport bidon qui n'a pas été et qui a été établi par des gens non qualifiés, lesquels n'ont pas prêté serment. Ce rapport doit être écarté des débats.
s'il est écarté des débats, qui serait considéré comme victime ou pas? Vous allez vous baser, les juges vont se baser sur quoi pour dire que telle personne est morte et qu'elle s'appelait, elle portait tel nom? Donc, les intérêts des partis civils étaient en péril. Le renvoi a permis donc de les remettre en selle. Vous oubliez cela, premièrement. Deuxièmement, la cour d'assises a décidé souverainement de renvoyer parce que des moyens lui ont été exposés qui étaient patents. Même devant la CPI, le procès de Gbagbo dure là-bas depuis combien de temps? Parce que des préalables n'ont pas été satisfaits par le procureur général. Maintenant, je dis que nous sommes pressés parce qu'en réalité, nous tenons le bon bout dans ce dossier. L'évolution des débats devant la cour d'assises vous l'a montré. Je dis aussi que la CPI n'a rien à voir dans ce dossier. La CPI a une compétence subsidiaire. C'est-à-dire qu'elle ne se substitue pas aux États pour juger des nationaux que les États eux-mêmes peuvent juger. Voilà des accusés qui sont détenus depuis plus de 3 ans. Et où est-ce qu'on peut parler d'impunité ici? L'impunité, c'est quand les gens se baladent dans la nature, ils n'ont jamais été inquiétés. Donc la CPI ne peut pas se mêler de ce dossier. Elle n'a qu'à se mêler du dossier des Guinéens, des Ivoiriens, dont les différents militaires cités dans différentes affaires sont en train de se balader. Avant de donner la parole à M. Non, je termine en disant qu'il ne faut pas passionner ce dossier outre mesure. Un procès d'assises a eu lieu. La justice malienne est compétente. Si on a confiance en elle, on lui laisse le dossier. Maintenant, moi je suis convaincu que si on va devant la CPI, tous mes clients seraient immédiatement remis en liberté et acquittés. Voilà. Alors, donc, je le disais avant qu'on nous donne la parole à vous, M. Yaro, je crois qu'il est important qu'on écoute une réaction de M. Koulibaly, mais très rapidement. Non. En fait, dans cette affaire-là, il est évident qu'à tout moment, la CPI peut très bien demander à intervenir dans cette procédure. Elle était à Sikasso, la CPI. Elle observe. Mais ce que je dis en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est le gouvernement même qui est soupçonné de ne pas vouloir ce procès. Je ne sais pas pour quelle raison. Il était soupçonné, il l'est toujours? Il l'est toujours. Il l'est toujours. Parce que vous savez, nous sommes malheureusement le pays le plus spécialisé dans les rumeurs. Et les gens se laissent aller, ils parlent. Et c'est ce qui est dangereux. Parce que quand ça va traîner en longueur, ça va amener d'autres développements. Et parce que on peut très bien garder prison, être dans un confort, et être chouchouté. Et là, on n'est pas pressé d'aller à un jugement. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont là, qui souffrent dans leur chair, dans leur âme, parce qu'ils sont pressés que leur honneur soit rétabli. Et le général Ibrahim Daïrou est dans ce cas. Nous sommes pressés et nous demandons à l'État de faire tout et à l'insumérieux de faire tout pour que nous puissions aller à ce jugement rapidement et qu'on en finisse. Voilà, ça fait 3 ans que ça dure. Nous revenons à vous maintenant, Maître Khalifa Yaro. On rappelle que vous êtes quand même spécialiste de la justice transitionnelle. Alors dites-nous, Maître Yaro, la justice transitionnelle peut-elle être mise à contribution dans la gestion de ces dossiers? Elle est déjà mise à contribution. Et comment? C'est-à-dire que les gens pensent que la justice transitionnelle, tous les piliers sont des institutions visibles et qu'on peut prendre son sac pour dire que je vais à la justice transitionnelle de telle localité. Ce n'est pas ça. C'est un ensemble de mesures combinées qui drainent et les soucis des poursuites pénales et les questions de réconciliation et les droits de savoir des victimes et des garanties, comment faire en sorte que les violations qui sont perpétrées ne se répètent pas. Maintenant, par rapport à ce qui a été dit, je tiens à rappeler que c'est le Mali qui a saisi la CPI de son cas. La CPI est saisie du cas malien. Et la CPI n'est pas saisie d'événements, il est saisi de cas. Notamment, quand elle est saisie, elle peut enquêter sur tous les crimes graves qui ont été commis. Et donc, la CPI peut bien s'intéresser à cette situation lorsqu'il est avéré, comme l'a dit Excellence, mon cher confrère, lorsqu'il est avéré
que l'État n'a pas la volonté de poursuivre ou n'a pas les moyens de poursuivre. La CPI peut dévoiler sa compétence effectivement sur ces crimes-là. Surtout que le Mali a soumis son cas à la CPI, je crois depuis le 12 juillet 2012. Ça, c'est une précision. Maintenant, la Cour d'assises est souveraine dans sa tenue du rôle. C'est-à-dire qu'elle peut renvoyer une affaire, un dossier, sur la demande de conseil. Mais le délai anormalement long n'arrange ni les inculpés, en ce qu'ils doivent bénéficier de cette présomption d'innocence qui leur est chère et dont leurs avocats sont en train de clamer, mais ça n'arrange pas non plus les victimes qui attendent de savoir pour faire des sépultures dignes de ce nom. Ça n'arrange pas le peuple. En tout cas, moi qui suis en train de parler, j'ai soif de comprendre pourquoi ces crimes odieux ont été commis. Et par qui? Et pour quelles raisons? C'est pourquoi je pense que je ne jette pas l'opprobre sur le gouvernement, parce que personne ne l'a contraint pour organiser cette session d'assises à Sikasso. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des contraintes rédhibitoires, des contraintes irréversibles. Aujourd'hui, nous venons de très loin. Le pays a connu tout ce qu'on a connu. Ce n'est pas la faute de ce gouvernement. Il y a des questions de moyens. Il y a que le travail a été fait dans un contexte qui n'était pas bien. Donc il faut corriger ces choses-là. Mais le délai anormalement long n'arrange personne. Alors, il nous reste 3 minutes à chacun. Donc 1 minute. Maître, nous allons commencer par vous, monsieur Tekete. Alors une fois que le procès va reprendre cette fois-ci, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout selon vous? Bon, c'est-à-dire qu'il faut être clair, il faut être réaliste. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas celui-là qui juge les victimes. Je souhaite que ce soit une chose diligentée et que ce soit rapide. Et je souhaite aussi que l'État, contrairement à ce que les gens pensent, parce que Maître a dit que les gens soupçonnent. Les gens ne soupçonnent pas, les gens disent la réalité de ce qu'ils pensent. L'État doit prendre toutes les dispositions pour mettre ceux-ci à l'abri de certaines logistiques. À Sikasso, ça s'est très mal passé. Il y a des victimes qui n'ont pas été transportées, il y a des avocats qui n'ont pas eu de chambre à coucher. Merci, maître. Bon, il y a la logistique. Alors, donc l'État, s'il est de bonne foi, il faut qu'il prenne tout en compte là. Maître Konaré, une fois qu'il va reprendre ce procès, est-ce que vous êtes optimiste par rapport au fait qu'il puisse aller jusqu'au bout cette fois-ci? Il ira jusqu'au bout lorsque les exceptions de procédure mises à la disposition des parties par la loi auront été examinées par la Cour. C'est pas le rapport peut venir, nous pouvons avoir d'autres moyens à soulever. C'est notre droit. Même devant la CPI, c'est soulevé. Même devant l'ONU, c'est soulevé. Personne ne peut empêcher que les moyens de défense soient soulevés. Bien. Deuxièmement, je vous dis, ce procès-là, dans ce procès, les lenteurs ne peuvent pas s'analyser en impunité. Si quelqu'un doit parler, se plaindre de... C'est nous. C'est notre présomption d'innocence qui est violée lorsque nous sommes détenus. Merci, depuis Maître Konaré. Maître Coulibaly. Oui. Voilà. En tant que technicien, je ne peux pas dire que lorsqu'il reprendra cette fois-ci qu'on ira jusqu'à terme, parce que les contraires l'ont dit, ils ont le droit de soulever des expressions qui peuvent être reçues ou pas, recueillies ou pas. Mais ce qui est certain, mon souci et mon souhait est qu'à la reprise, nous puissions dire que les conditions du renvoi ont été satisfaites et qu'on peut aller au procès jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, nous sommes pressés, nous, d'être jugés et d'en finir. Mais il n'est pas exclu que ce soit un procès marathon. Pour moi, j'ai vu des procès plus compliqués que ça et plus longs que ça, très honnêtement. Voilà, c'est sur ces propos qui s'achèvent donc de Grand Dialogue de ce mercredi. Nous avions 4 invités: Amadou Boubacar Tekete, le secrétaire général de la MDH, Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat de la défense, il défend les intérêts de Amadou Ayakou.
Amadou Ayassanogo, Maître Boubacar Karamogo Koulibaly, qui est avocat à la défense, de la défense aussi, qui défend les intérêts du général Dambélé. Voilà. Maître Khalifa Yaro, lui, est avocat spécialiste de la justice transitionnelle. C'est donc tout pour ces débats. On se retrouve prochainement pour parler de nos sujets. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.